Salut nos chers auditeurs, salut nos amis, salut nos visiteurs, salut les biologistes. Aujourd'hui, on va débuter une série de vidéos qui va traiter, Inch'Allah, la photosynthèse. Comme vous savez, il y a deux types de l'origine. Il y a deux rhinées, il y a la rhine végétale et il y a la rhine animale. Il y a les espèces ou bien les êtres vivants animaux et il y a les espèces ou bien les êtres vivants végétaux. Les êtres vivants végétaux, ils sont capables de produire leur matière organique en faisant la photosynthèse. Tandis que les espèces animales, on les appelle des hétérotrophes parce qu'ils sont incapables de produire ou bien d'élaborer leur matière organique et de ce fait, ils consomment la matière organique produite par les végétaux. Donc, les espèces végétales sont appelées des autotrophes parce qu'elles sont capables de produire leur matière organique par la photosynthèse. Tandis que les espèces animales sont incapables de produire leur matière organique. De ce fait, on les appelle des hétérotrophes. Les autotrophes font ce qu'on appelle la photosynthèse, tandis que les hétérotrophes font généralement ce qu'on appelle la respiration cellulaire. C'est l'inverse de la réaction de la photosynthèse. Donc, c'est quoi la photosynthèse? Les espèces végétales ont la capacité de capter l'énergie lumineuse grâce à des éléments, à des pigments qu'on appelle des pigments chlorophylliens. De ce fait, cette énergie lumineuse est transformée en énergie chimique et cette énergie chimique, elle va être utilisée pour l'oxydation de O2 en dioxygène, tandis que le CO2 elle est réduite en glucose. Donc, je vais répéter une deuxième fois. Lors de la photosynthèse, il y a la consommation, par exemple ici, de 6 molécules de CO2, 6 molécules de H2O. Il va y avoir la formation de glucose et la libération de dioxygène. Donc, ça, il se manifeste au niveau de comportement d'un végétal. Une plante a besoin de l'eau et de CO2 et au niveau de l'air, il va libérer le dioxygène. Le glucose, c'est une matière organique. Généralement, la matière organique elle est formée de trois éléments qui sont essentiels, le carbone et l'hydrogène et l'oxygène. Donc, la photosynthèse, c'est la transformation, elle se manifeste par la consommation de CO2 et l'H2O et la production de la matière organique ainsi que la libération de O2. Donc, et voilà une introduction de la photosynthèse. On va expliquer comment se fait la photosynthèse, à quel niveau dans la cellule et d'autres choses. Donc les organismes autotrophes, comme j'ai dit, ils produisent la matière organique à partir de CO2 et l'H2O et des sels minéraux qui sont prélevés dans le milieu par absorption au niveau des racines. Ils sont phototrophes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de convertir ou bien de transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique. Le processus il est appelé la photosynthèse et il concerne les végétaux chlorophylliens. Les végétaux chlorophylliens ils sont divisés en deux. Il y a les cormophytes qui sont des
les végétaux supérieurs, on les appelle aussi des végétaux supérieurs, parmi lesquels il y a les bryophytes, les ptéridophytes, les spermaphytes, c'est-à-dire les angiospermes et les gymnospermes. Et il y a aussi des talophytes. Les talophytes, ce sont les algues et les champignons. Et c'est-à-dire, d'une manière générale, les végétaux chlorophylliens, ce sont des cormophytes et des talophytes. Tous les végétaux qui possèdent des éléments chlorophylliens. Mais il y a aussi certains prokaryotes qui sont capables de faire la photosynthèse. Ce sont les cyanobactéries qui sont appelées aussi des algues bleues. À longtemps, ces algues bleues, elles sont classées parmi les végétaux, mais maintenant, elles sont classées dans la règne des prokaryotes ou bien des bactéries. Donc, la localisation de la photosynthèse. Où se fait la photosynthèse? La photosynthèse, elle est faite se fait au niveau des feuilles et au niveau d'un tissu qui est appelé le parenchyme foliaire chez les plantes végétales, chez les plantes supérieures, c'est-à-dire les cormophytes qui possèdent un appareil végétatif qui contient plusieurs organes, qui est différencié en plusieurs organes, c'est-à-dire qui ont un tige, des racines et des fleurs et des feuilles. Tandis qu'il y a d'autres espèces qui sont appelées les talophytes qui ont seulement du thalme. Le thalme, c'est un appareil végétatif non différencié, c'est-à-dire il est constitué, il n'y a pas ni les racines, ni le tige, ni les feuilles. Les algues n'ont pas aussi le tige, ni racines, ni feuilles, tandis que les cormophytes possèdent un tige, des racines et des feuilles. Donc, maintenant, on va voir une observation d'une feuille et on va expliquer quels sont les composants d'une feuille d'une dicotylédone en faisant une coupe. Donc, voilà voilà la surface supérieure de la feuille et voilà la surface inférieure. Au niveau de la surface inférieure, il y a ce qu'on appelle la cuticule. La cuticule, elle est formée par un dipôle des éléments d'un composé qu'on appelle la cuticule. C'est quoi le rôle de la cuticule? Elle permet la diminution des pertes de l'eau. Sans cuticule, les plantes vont perdre beaucoup de l'eau. Mais en présence de la cuticule, elle va éliminer ou bien il va réduire les pertes de l'eau par évaporation. Donc, il y a au niveau de la cuticule, il y a certains stomates, mais ils sont moins abondants. Le rôle du stomate, ce sont du surface où se fait les échanges entre la plante et le milieu externe. Donc, après la cuticule, qui contient des stomates, mais avec une concentration faible, c'est-à-dire ils sont moins abondants, il va y avoir l'épiderme supérieur. Et après l'épiderme supérieur, l'épiderme, il joue le rôle de la protection de la feuille. Il y a des parenchymes. On distingue deux types de parenchymes. Il y a le parenchyme palissadique et il y a le parenchyme lacuneux. Pourquoi on appelle ce parenchyme palissadique? Parce qu'il est formé par des cellules qui sont juxtaposées, l'un à côté de l'autre. L'une à côté de l'autre. Tandis qu'au niveau de parenchyme lacuneux, les cellules sont un peu séparées et moins
juxtaposés. Ils ne sont pas juxtaposés. Les deux sont appelés le misophène. Le misophène, qui est appelé aussi un tissu photosynthétique. C'est-à-dire au niveau de parenchyme palissadique et le parenchyme lacuneux, il va y avoir la photosynthèse. Après ces deux parenchymes, il y a l'épiderme inférieur. Il va jouer, l'épiderme, il joue le rôle de la protection. Au niveau de l'épiderme inférieur, il y a une grande abondance des stomates. Quel est le rôle des stomates? Comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont jouer le contrôle des échanges gazeux entre la plante et l'externe et la surface externe. Pourquoi? En fonction du climat et en fonction de la température, etc. Donc, au niveau aussi de parenchyme palissadique et au niveau de parenchyme lacuneux, il va y avoir des vaisseaux conducteurs. Les vaisseaux conducteurs, ils vont jouer le rôle de transport de la sève, soit la sève brute ou bien la sève élaborée. Quelle est la différence entre la sève brute et la sève élaborée? La sève brute, elle contient principalement l'eau et les sels minéraux. Elle vient des racines vers les feuilles. Tandis que la sève élaborée, elle contient des composés organiques, donc elle vient des feuilles vers les racines. Donc, comme on a déjà dit tout à l'heure, au niveau des cellules parenchymétiques ou bien au niveau de cellules de tissu de mésenphyle, il y a la photosynthèse. Mais il faut comprendre qu'à l'intérieur de ces cellules-là, il y a une organite qui sont des organites qui sont appelés des chloroplastes. C'est quoi une chloroplaste? Une chloroplaste, c'est un compartiment qui est entouré par deux membranes, une membrane interne et une membrane externe. Et au niveau, à l'intérieur de ce compartiment-là, il y a ce qu'on appelle des thylakoïdes. Les thylakoïdes, ce sont des vésicules qui sont limitées par une membrane. Voilà la vésicule, elle est entourée par une membrane qu'on appelle la membrane thylakoïdienne. Donc c'est l'élément qui joue le rôle le plus important au cours de la photosynthèse. Et en plus des thylakoïdes, il y a de l'ADN, parce que les chloroplastes, ils ont leur ADN propre, et il y a des ribosomes. Les ribosomes, ils sont impliqués dans la synthèse des protéines. Il y a des granules de l'amidon. L'amidon, c'est un sucre complexe qui est formé par par une union ou bien une liaison des os ou bien du sucre simple. Et il y a aussi des globules lipidiques qui contiennent des lipides ou bien de la matière grasse. Donc, et il y a ce qu'on appelle le granome. C'est quoi un granome? Voilà le premier granome. Il est formé par un empilement des thylakoïdes. Un ensemble de thylakoïdes qui sont juxtaposés, il est appelé un granome. Donc voilà la structure ou bien l'ultrastructure de chloroplaste. Donc chez les végétaux supérieurs, les chloroplastes sont localisés au niveau du cytoplasme ou bien du cytosol et ils reforment un stroma qui est, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui contient des vésicules qui sont appelées thylakoïdes et ils forment des empilements qu'on appelle des granules. Et au niveau de la membrane de la thylakoïde, à ce niveau-là, il y a des pigments qui ont un rôle très important. Pourquoi? Parce que ces pigments-là vont
capter l'énergie lumineuse pour la transformer ou bien pour la convertir en énergie chimique. Ces éléments-là ou bien ces pigments-là sont appelés des chlorophylles. Donc, voilà, comme j'ai dit, au niveau de la membrane, il y a des pigments qui absorbent l'énergie lumineuse qui sont appelés des chlorophylles. Voilà une autre structure ou bien un autre schéma du chloroplaste et voilà une vue à travers le microscope du chloroplaste. Donc maintenant, qui sont les types de chlorophylle? Il y a quatre types de chlorophylle. Il y a la chlorophylle A, il y a la chlorophylle B qui sont abondants chez les végétaux verts, c'est-à-dire les algues vertes, les ptéridophytes, les bryophytes et les angiospermes et les gymnospermes. Tandis que le chlorophylle C, c'est-à-dire, je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, les cormophytes, etc., les ptéridophytes, etc., les algues, la chlorophylle A et B existent chez les végétaux verts. Les végétaux verts, comme j'ai dit, il y a des cormophytes et des talophytes. Les cormophytes, parmi les cormophytes, il y a les bryophytes, les ptéridophytes et les spermaphytes qui contiennent deux types. Il y a deux types de spermaphytes, les angiospermes et les gymnospermes. Tandis que la chlorophylle C et T, elle est présente chez les algues brunes. Les algues brunes, les algues généralement, ce sont des talophytes. Il y a les algues brunes, il y a les algues vertes et les algues rouges. Donc, et les cyanobactéries, ce sont appelés des algues bleues. Donc, quelle est la structure de la chlorophylle? Un élément clé ou bien un pigment chlorophyllien, il peut être soit la chlorophylle A, B ou bien il y a d'autres types qu'on va voir tout à l'heure. Donc il y a un pigment, si on parle de la chlorophylle A, il est composé du noyau tétrapyrrolique et un fétal, et qui est une chaîne carbonique, une chaîne dicarbone avec des ramifications. Tandis que le noyau tétrapyrrolique, il est constitué par des carbones qui ont une forme cyclique, qui forment des cycles avec l'azote. Et à l'intérieur ou bien vers le centre de noyau tétrapyrrolique, il y a un élément qui est très important, c'est le magnésium. Donc, quelle est la différence entre la chlorophylle A et la chlorophylle B? La seule différence existe à ce niveau-là. Chez la chlorophylle A, il y a le CH3 ou bien le méthyle. Mais au niveau chez le chlorophylle B, il y a un groupement ou bien une fonction aldéhyde. Donc, généralement, la chlorophylle A et B sont formées de deux parties. Le fétal qui est composé d'une chaîne de carbone avec des ramifications et le noyau tétrapyrrolique qui est constitué par des éléments qui ont une forme cyclique, des composés qui ont une forme cyclique, et à l'intérieur de ce noyau, il y a un élément de magnésium. La seule différence entre la chlorophylle A et la chlorophylle B, c'est que le noyau tétrapyrrolique de chlorophylle A, elle porte un groupement méthyle, tandis que le noyau tétrapyrrolique de chlorophylle B, il porte un groupement aldéhyde. Il y a deux autres types
des pigments chlorophylliens, et il y a le bêta-carotène et il y a des xanthophiles. Ces deux types existent généralement dans le fruit et ils donnent la couleur au fruit ou bien par exemple le carotène il est séparé à partir de carottes. Le carotte il donne aux carottes sa couleur qui est à peu près orange. Donc ils sont formés de deux noyaux cycliques qui sont liés par une chaîne carbonique latérale. Donc voilà le bêta-carotène et voilà le xanthophylle. Donc maintenant, il y a d'autres types de pigments chlorophylliens, les phycobilines, qui existent chez les algues et les cyanobactéries. Donc là, une deuxième fois, on va expliquer la relation ou bien l'équation générale de la photosynthèse. Il va y avoir l'intervention ou bien la consommation de CO2 et la consommation de CO2 avec la libération ou bien la production de la matière organique et la libération de O2. Notez bien que l'O2 il est libéré à partir de l'oxydation de l'eau, de l'H2O. On parle d'une photooxydation. Donc, lors de la photosynthèse, l'eau elle est oxydée en O2, tandis que le CO2 il est réduit en matière organique. Pourquoi O2, l'H2O, il est oxydé? Parce qu'il y a une perte des protons H+. Et pourquoi le CO2 il est réduit? Parce qu'il va gagner ou bien il va recevoir des protons H+. Donc, c'est une réaction d'oxydoréduction au cours de laquelle il y a une oxydation de l'H2O et une réduction de CO2 en matière organique. Donc voilà la réaction de l'oxydation de l'eau, ou bien on appelle aussi la photooxydation. Deux H2O donnent un élément de O2 et 4 protons H+, et 4 électrons. Tandis que le carbone, le CO2, il va recevoir ses protons et ses électrons pour qu'il soit réduit en matière organique. Donc, il y a deux étapes de la photosynthèse. Il y a ce qu'on appelle la phase photolumineuse et la phase obscure. La phase lumineuse et il y a la phase obscure. Pendant la phase lumineuse, il va y avoir la réception de la lumière et cette lumière elle est utilisée et l'énergie lumineuse elle va être utilisée pour l'oxydation de l'H2O en O2 et en même temps il va y avoir la réduction de NADP plus en NADPH et la phosphorylation de l'ADP en ATP. Et la deuxième étape, la phase obscure, elle va y avoir la consommation de CO2, ou bien on dit l'intégration de CO2 dans la matière organique. Le CO2 va être transformé en matière organique et au cours de cette étape, c'est l'inverse de celle-là. C'est-à-dire il va y avoir la déphosphorylation de l'ATP et elle va donner l'ADP plus PE et au cours de laquelle aussi le NADPH il est oxydé en NADP+. C'est-à-dire les produits de cette étape elles vont être utilisés dans cette étape et l'inverse, les produits de cette étape vont être utilisés dans
la deuxième étape. Donc voilà la première partie la photosynthèse. On va terminer dans une autre vidéo dans ces 2 jours là ou bien ces 3 heures suivantes. Donc si notre contenu vous plaît, n'oubliez pas de faire j'aime et de partager avec vos amis. Et merci de votre attention et jusqu'à une autre